Bonjour Agathe, tu viens d'écrire Rends ta couronne aux éditions du Castor Astral, un recueil de poèmes qui parle de rupture amoureuse, de colère, de joie et de tristesse, du souvenir et de l'instant. Pourquoi ce titre? Parce que Micha Lescaut, dans le Richard II de Christoph Rauch, donc une adaptation du Richard II de Shakespeare, où en fait Micha Lescaut, je sais pas si tu vois, mais qui est une espèce de grande belette argentée sublime, joue Richard, le roi Richard, qui est arrivé au pouvoir de manière un peu par filouterie. Et donc il règne longtemps, et à un moment donné, son cousin, qui est l'héritier légitime du trône, va venir reprendre le pouvoir, un peu comme Simba. Et à ce moment-là, il y a une très belle scène entre les deux cousins. La mise en scène est telle que tu as des très grandes marches éclairées au néon. Et au fur et à mesure de leur dialogue, le cousin donc, va s'élever, tandis que Richard, évidemment, va descendre. Un peu comme ce que disait Pierre Bourdieu, tout ce qui s'élève doit redescendre. Au point de finir quasiment par terre. Et à ce moment-là, son cousin lui dit quelque chose, je cite de mémoire, mais j'avais cru que vous abdiquiez de bon gré. Et là, Richard II lui répond, ma couronne, oui, mais mes chagrins me restent toujours. Et moi, j'ai vu ça et j'ai eu l'impression de me faire rouler dessus d'émotion. Vraiment, ça a ouvert un trou en moi, au point que je me suis même fait tatouer le truc. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'étais dans une période de grande confusion, dans une histoire compliquée, où il y avait un très grand décalage entre le langage et les actes de la personne qui provoquait mon amour. Et j'ai vraiment pris les deux phrases pour moi, quoi. Je me suis dit, en fait, là, ce qu'on me dit, c'est lâche ce truc, lâche ce que tu tiens, là, ce à quoi tu t'accroches comme un doudou, un fétiche. Et ce qui t'importe à partir de maintenant, c'est ce que cette histoire t'a fait. Et donc, en fait, ce sont les chagrins. À tel point, du coup, que, effectivement, j'ai intitulé le recueil Rends ta couronne pour parler de la déception amoureuse et puis de manière plus générale de la désillusion. Et puis, il y a un poème éponyme dans le recueil dans lequel je reprends un peu, en la déformant, la citation de Shakespeare, puisque je dis à un moment Rends ta couronne, ce qui sacre, c'est les chagrins. Dans tes Ok. poèmes, mais dans tes textes en général, et je pense d'ailleurs au texte que tu avais fait pour les deux premiers numéros de la revue Zone Critique, et sur Instagram également, et dans ton premier roman, décidément, tu évoques toujours les relations amoureuses. Est-ce que pour toi c'est une source d'inspiration essentielle dans ton écriture? Est-ce que c'est un point de départ? Est-ce que tu voudrais t'en libérer? Plus j'avance dans la vie, plus j'ai l'impression qu'il y a trois choses qui m'intéressent. Alors, il y a plus de choses que ça qui m'intéressent, mais je dirais trois pôles, comme trois grands pôles. Dans un texte antérieur que j'ai pas mis, que j'ai pas retenu pour le recueil, j'aurais dit les hommes, la religion et l'art. Et maintenant, je dirais plutôt, mais ce qui les englobe aussi tous, la politique, la morale ou l'éthique, parce qu'on dit l'éthique quand on est de gauche, et l'amour. Et les trois, en fait, interagissent ensemble, se frottent, s'accolent l'un à l'autre, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la façon dont ils produisent des frottements entre eux. Enfin, ce qui m'intéresse moi. Et donc la politique actuellement, donc déjà ça emmerde tout le monde, et puis aujourd'hui, pour paraphraser encore tout le monde, ça donne juste envie de se tirer une balle. L'éthique, je suis pas sûre d'y comprendre grand chose, j'ai l'impression de pas avoir encore touché le fond avec mon pied. Et l'amour non plus, tu me diras, mais j'ai l'impression que c'est moins grave de raconter des conneries quand on parle d'amour que quand on parle d'éthique. Donc l'amour. Et après l'amour en fait c'est très banal, mais plus qu'un moteur d'écriture, c'est un moteur de vie pour moi, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qui me meut. Après, j'entends l'amour au sens large, j'en parle à un moment donné dans le recueil, j'explique que c'est plutôt, c'est presque une vision en fait chrétienne, hein, de charité chrétienne de l'amour, c'est-à-dire voir les gens, une attention portée aux gens et une compréhension, une tentative de les comprendre, donc je te vois, je te comprends. Et en fait, je ressens énormément ça le matin sur les boulevards, au café. Il y a vraiment quelque chose, une grande joie gigantesque qui vient d'observer les corps et la façon dont ces corps décident de faire de l'expérience de cette vie, quoi. Et ça me fait penser un peu au travail d'une poétesse qui s'appelle Mylène Tournier, qui a aussi écrit du théâtre d'ailleurs. Et dans un recueil, enfin, elle a écrit beaucoup sur justement ce que lui a soufflé la ville, c'est le titre de son recueil, ce que m'a soufflé la ville. Et elle montre ça, elle montre la grande joie qu'il peut y avoir à aimer les corps qui habitent l'espace et qui partagent ce monde avec nous. Alors, à la fin de ton recueil, tu rappelles, ou plutôt tu précises, tu dis, tu affirmes, que le meilleur moyen d'écrire de la poésie, c'est finalement d'en lire. En tout cas, c'est un conseil qu'on t'a donné. Est-ce que tu peux nous donner trois influences littéraires et poétiques qui ont présidé ce recueil? Ouais, c'est Alexandre Bord, qui est un auteur et éditeur de poésie, qui m'avait dit ça, et c'était très important. Influence, c'est difficile, c'est un peu délicat comme mot parce que, Pas influence, disons inspiration, ouais, ou c'est disons ça. modèle. Parce qu'influence, t'as tout de suite Ouais. l'impression de rattacher ton travail dans la continuité de cet héritage-là. Donc si tu dis Rimbaud tout de suite, ça a l'air complètement con. Mais effectivement, disons, les poètes que j'aime, les gens, je vais continuer avec cette histoire d'amour. Donc les poètes que j'aime, Rimbaud, comme ça c'est fait, mais vraiment Rimbaud. J'aime beaucoup Rilke aussi. Parenthèse,
cut. Non, non, j'ai demandé à François-Henri Deshayes par vocal avant de venir ici comment prononcer Rilke pour pas être complètement... Rilke, parce que Rilke, tu vois, il va pas te parler de cascades, de panthères, de feuilles d'herbe, etc. Il va vraiment faire ce que Faulkner appelle creuser son timbre-poste. C'est-à-dire que pour moi, il retourne le réel, il va mettre à jour cette espèce de double fond qu'on pressent sous toute interaction sociale et que notre socialisation fait qu'on voit plus, qu'on est habitué à ne plus voir. Et moi, quand je lis ça chez lui, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un a compris, quoi. Je me sens vraiment soulagée, genre ouf, il y a quelqu'un qui comprend ce qui est en train de se jouer. C'est magnifique. Et parmi les gens vivants, quand même, parce que c'est important, les vivants, je trouve qu'il se fait des choses très belles au Québec. Il y a une scène québécoise vraiment géniale. Il y a si quelqu'un, enfin si vous avez l'occasion d'aller à Montréal, à la librairie du Square, c'est un endroit magique qui donne sur un square de manière fort originale, mais c'est super. Et ils ont une sélection de poésie superbe avec tout ce qui se fait là-bas, notamment Maude Veilleux, qui est une autrice québécoise enfin voilà, c'est génial ce qu'elle fait. Et dans la même lignée, mais eux ne sont pas québécois, on a Stéphanie Vauvor et Baptiste Pizzina. Et en fait, je les rattache à Maude Veilleux parce que ce sont des personnes qui vont s'inscrire quand même dans une tradition littéraire d'exigence, un rapport à la langue qui est celui des codes, de la littérature vraiment pure, du geste esthétique. Mais en même temps, ils ramènent à l'intérieur de ça une forme de rage et de connaissance concrète, quelque part, de ce que je pourrais pas appeler autrement que la vraie vie, de la vie des corps. Et ça, c'est très très beau. Et je termine juste rapido parce que ça fait partie... Quand je réfléchis à mes influences vraiment au sens strict, cette fois, ce qui m'influence vraiment, alors en bien ou en mal, je sais pas, mais c'est réel, c'est la musique pop. En fait, si on s'interroge sur ce que c'est que la poésie, on peut le voir comme la traduction d'un élan vital. Et dans ce cas, la musique pop, c'est aussi d'une certaine manière poétique. Par exemple, dans des chansons de Maître Gims, vraiment, qui va nous dire t'es parano, manipulé par un autre. Et ben dans le truc qui racle, dans la scansion, il y a une traduction de cet élan vital. Ou alors dans des vraiment, enfin, musique très commerciale, Charlie Puth, Dangerously. À un moment donné, il respire, la percussion se décale. Et là, dans ces trucs-là, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très poétique. Et ça, si je suis honnête, c'est vraiment ce qui, au quotidien, va le plus structurer mon langage, quoi. Voilà. Je ne supporte plus les mots entre les corps. Ils me rendent folle de disproportion. Je veux m'érafler les étiquettes, celles que je n'ai pas choisies, pour dire la vérité de ta manière et de mes matières. Ce qui existe de souffle, de chair. Regarde comme ça a l'air petit, chair, souffle. Pense combien en vrai c'est grand. Pour que chair devienne grand ici, il faudrait au moins ajouter chaude, moite, rouge, douce. Pour que souffle devienne grand, il faudrait peut-être adjoindre haletant, hasardeux, impatient, court. Alors qu'en vrai, en réalité, chair est interminable d'immensité et souffle puissant comme les plus vieux vents. Je ne veux plus rien dire d'autre que le vrai son que ça fait, ce qui s'entrechoque quand tu me regardes. Le tabassage muet. La secousse qu'il peut y avoir dans l'espace entre deux paires d'yeux sans que personne autour y prenne garde. Pour dire ça, j'ai besoin de toucher, de prendre. Je fais le geste dans l'air en écrivant, les mains qui s'ouvrent et qui se ferment, les doigts qui pincent et se heurtent. Pour dire ça, j'ai besoin de mains qui s'ouvrent et qui se ferment, doigts qui pincent et se heurtent. Fais-le.